Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'éco spéciale COP21. Nous sommes au Bourget où a lieu la conférence de Paris sur le climat. Nous sommes à mi-chemin des négociations sur un accord visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. La combustion du pétrole, du charbon et du gaz en est la première cause. Plus on est riche, plus on pollue. Croissance rime avec pollution. Alors pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, faut-il changer le capitalisme? On en débat avec mes invités. Stéphane Algat est avec moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste senior à la Banque mondiale. Vous faites partie du groupe sur le changement climatique à la Banque mondiale. Jean-François Juliard, bonjour. Bonjour. Directeur de Greenpeace France. Et puis Sandrine Dixon-Declève est avec nous, bonjour. Directrice Bonjour. du groupe d'entreprise du Prince de Galles sur le changement climatique. Un collectif qui regroupe 23 entreprises mondiales employant 2 millions de personnes dans 170 pays. Alors plus on est riche, plus on pollue. Une croissance débridée entraîne une combustion d'énergie fossile. C'est véritablement la première cause des émissions de gaz à effet de serre. Le capitalisme doit-il changer? Jean-François Juliard. Oui, absolument, absolument. Mais plus que le capitalisme, c'est le productivisme qui nous a mis dans cette situation-là. Parce que dans des économies communistes avant la chute du mur de Berlin, il y avait aussi du productivisme qui nous a conduits dans cette voie-là. Les communistes ne changeaient rien à l'époque. Non, en fait, cette quête de produire toujours plus nous a mené là où on est, c'est-à-dire qu'on nous a mené à une raréfaction des ressources naturelles, nous a mené à des émissions de CO2 de plus en plus importantes. Donc c'est certain que si on ne change rien à l'économie qui guide le monde aujourd'hui, on n'arrivera pas à résoudre la crise climatique. On se contentera de mesurettes qui ne feront pas avancer réellement les choses. On le voit bien, effectivement, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, les principaux responsables du dérèglement climatique, ce sont les énergies fossiles. Tant qu'on n'arrive pas à développer une nouvelle économie qui repose sur d'autres énergies que ces énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Donc c'est pour ça que nous, Greenpeace, on pousse autant pour la transition énergétique et pour viser un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable, parce que c'est pour nous la seule manière de réconcilier les inconciliables, de réconcilier l'écologie. Changer de politique énergétique, c'est clé en tout cas. C'est absolument clé, c'est la seule manière pour nous de réconcilier l'écologie et l'économie. Sandrine Dixon-Declève, vous représentez justement les entreprises. Est-ce qu'une économie décarbonée demande un changement de modèle pour les entreprises? Absolument, et je dirais même Donc vous que êtes d'accord maintenant, finalement avec Jean-François Juliard? je suis d'accord, et je crois qu'on va voir qu'il y en a de plus en plus qui sont d'accord. Donc Des entreprises? des entreprises, Des chefs d'entreprise des qui s'engagent véritablement. ONG, des gouvernements, des économistes. Parce qu'on a compris qu'en fait maintenant on est devant un tel enjeu qu'on va perdre de l'argent si on n'investit pas et qu'on ne commence pas à investir plutôt dans un nouveau modèle. Donc je dirais que ces industriels maintenant travaillent avec les gouvernements plutôt pour dire oui, on est en fait déjà dans un nouveau modèle de production. Et ils ne sont pas dans la com, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le greenwashing. Non, quand on n'est plus dans le greenwashing. Oui, d'accord, il y en a certains qui sont dans le greenwashing, mais je crois qu'il y en a pas mal qui essayent vraiment de changer les choses. D'accord, c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont maintenant accrochés à l'économie d'aujourd'hui de vraiment changer. Et c'est là où je dirais que l'industrie pétrolière, par exemple. L'industrie pétrolière, il faut travailler avec l'industrie pétrolière pour essayer vraiment de désinvestir dans tout ce qui est haut carbone, donc l'énergie fossile, et commencer à investir dans les renouvelables et l'efficacité énergétique. Stéphane Algat, vous dénoncez à la Banque mondiale le coût de l'absence des mesures en disant que finalement si on repousse les mesures à 2030, ça augmenterait le coût pour le monde en fait de 30%. Mais est-ce qu'on est trop complaisant à l'égard des industries? Non, ce qu'on dit, c'est qu'il y a urgence à l'action, c'est-à-dire que si l'objectif est une stabilisation du changement climatique, ça veut dire que les émissions doivent aller à zéro, les émissions globales de la planète doivent aller à zéro. Donc l'enjeu, vous en avez parlé, de transformation de nos économies, il est gigantesque. Et faire ça aujourd'hui, alors que énormément de pays sont en train de construire leurs infrastructures, de construire leurs villes, de construire les centrales électriques, attendre de construire mal pour avoir à refaire plus tard, c'est jamais la bonne stratégie. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir maintenant pour investir bien dans ces pays qui sont en train de croître très rapidement. Et pour le faire, il faut des instruments de financement, créer les bonnes incitations et aussi soutenir les bonnes technologies et les bons comportements. Donc c'est un changement d'un petit peu tout. C'est pas seulement les entreprises, c'est aussi les comportements des consommateurs, c'est aussi les réglementations, c'est aussi les gouvernements. Les entreprises ont leur place et leur rôle à jouer. Il y a des choses que les entreprises font très très bien dans un cadre économique qui nous mène vers ce zéro carbone. Alors ça demande de l'investissement tout de même de la part des entreprises. Jean-François Juliard, une politique verte et coûteuse.
priori. Oui, c'est coûteux, mais je crois que les entreprises l'ont compris, sont de plus en plus nombreuses. J'ai entendu les annonces de Google qui allait augmenter encore ses investissements dans les énergies renouvelables. On a vu... C'est vrai que les GAFA sont assez engagés. Ils sont très engagés, très en pointe, parce qu'elles ont compris quel était leur intérêt en termes de business, en termes d'image, bien sûr. Et j'ai entendu aussi au premier jour de cette COP les annonces de Bill Gates et de tout un tas d'autres grands patrons. Donc on est prudent parce qu'il a parlé de clean energy, et clean energy pour nous c'est pas que les énergies renouvelables, c'est potentiellement ce qu'on dénonce comme étant des fausses solutions, comme toutes les recherches autour de la géo-ingénierie du climat, le stockage et capture de carbone, enfin des choses qui pour nous ne sont pas assez révolutionnaires dans le sens où ça ne va pas transformer nos modes de production d'énergie, mais je sens effectivement qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui basculent dans cet horizon fait de 100% d'énergie renouvelable, y compris des énergéticiens. On disait c'est bien plus difficile pour eux, mais j'ai vu cette année ou l'an dernier E.ON en Allemagne ou Enel en Italie qui ont changé leur business de manière radicale. Qui arrêtent de subventionner, qui arrêtent en tout cas d'investir dans les centrales à charbon. Oui, parce qu'elles comprennent que ce n'est plus rentable. Elles ne le font pas forcément pour des convictions écologiques, mais j'ai envie de dire, moi en tant que militant écologiste, à la limite, peu importe les motivations, tant que l'action est en marche et tant que les gens passent à l'action. Vous êtes assez optimiste finalement, assez positif. Mais je suis optimiste parce que j'entends beaucoup de gens qui s'engagent et je le vois autour de ce plateau, j'entends la Banque mondiale, j'entends des entreprises qui sont d'accord avec ce que peut dire Greenpeace, donc je m'en réjouis. J'entends les maires d'un certain nombre de villes dans le monde qui annoncent aussi qu'ils visent un horizon de 100% renouvelable. Donc je suis très optimiste sur ce qui se passe en dehors de cette bulle dans laquelle nous sommes au Bourget. En revanche, je suis très négatif et très pessimiste sur cette bulle dans le Bourget parce que je vois aussi tout ce qui sort des réunions des négociateurs qui fait qu'on n'avance pas, qu'on tombe dans les mêmes travers que toutes les COP précédentes et que je suis très inquiet du texte qui va sortir. Ce qui me rassure, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'économie réelle. En revanche, le texte des négociateurs, là, je suis beaucoup plus pessimiste. Pourtant, on aura besoin d'un texte, n'est-ce pas, besoin, Sandrine absolument. Dixon, pour les entreprises, c'est important d'avoir un texte, un cadre. C'est ça qu'elles demandent aujourd'hui. Absolument. Il faut dire que ça fait maintenant 10 ans, en fait, que nos industriels aussi demandent pour un texte qui soit ambitieux et qui dit très clairement qu'en fait, on va partir vers cette nouvelle économie. On espère que maintenant, on va enfin avoir ce texte. Mais je crois que ce qui est très important, et c'est vrai, que ce qui vient d'être dit par mon collègue de Greenpeace, c'est que non seulement il y a les négociations à l'intérieur, mais maintenant il y a tellement ce qui se passe à l'extérieur de cette bulle. Et vous êtes inquiet, comme Jean-François Juillard, sur l'avancée du texte, cela dit ? Oui, je suis inquiet, mais je suis moins inquiet que j'ai été au COP précédent. Et ça, c'est parce que je crois qu'il y a une volonté maintenant, et aussi une pression venant des industriels, venant non seulement juste des ONG, mais même la Banque mondiale, la EIA, vous êtes inclus dans le débat aujourd'hui. Et d'autres institutions il y a un changement de la part de la Banque mondiale. Qui se sont inclus dans le débat et qui maintenant démontrent en fait que ce débat n'est plus juste un débat de négociation, mais c'est un débat réel au niveau de la façon dont on doit avancer au niveau de nos économies. C'est un débat constructif, c'est un débat très constructif qui reprend une autre économie. Tout type d'acteurs, exactement comme il a dit, les maires, non seulement les gouvernements au niveau national, alors, les villes mais maintenant au niveau les villes qui investissent aussi dans un système et une économie qui est tout à fait différente. Et je dirais même aussi qu'on avait un peu parlé au début de la différence entre le communisme et le capitalisme. Moi, je crois que maintenant, en fait, on ne peut plus penser à ces grosses directions de gouvernement. En fait, il y a quelque chose qui est au-delà. Il y a quelque chose qui est maintenant au niveau social, quand on voit les collectivités qui se passent, la façon dont on communique au niveau global entre les jeunes, etc. Quand on voit aussi les demandes, par exemple, d'utiliser des systèmes collectifs de transport, que ce soit des nouvelles partages de voitures, etc. Il y a maintenant une demande des jeunes aussi de vivre autrement. Et ça, je crois que ça va vraiment influencer la façon dont on va aller dans le futur. Ça va avec les technologies, ça va avec cette économie connectée dont on parle beaucoup. Une différente demande qui n'est plus vraiment dictée que par les gouvernements, mais aussi dictée par le peuple dans le monde entier. Qui veut sortir justement de cet ancien modèle, en tout cas de l'énergie fossile. Stéphane Elgat, vous êtes d'accord ? Est-ce que le désengagement des énergies fossiles est une tendance, vous qui avez mesuré beaucoup de choses à la Banque mondiale? D'abord, j'entends même la Banque mondiale des autres intervenants, je voudrais quand même dire, l'objectif de la Banque mondiale, c'est la réduction de la pauvreté. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on mesure, ce que les gens dans la pauvreté nous disent, c'est que les obstacles qui les maintiennent dans la pauvreté, c'est quoi ? Ça va être les inondations, les sécheresses qui déciment les troupeaux, ça va être les pertes de récoltes, notamment liées au climat. Pauvreté et climat sont liés, c'est donc, ce que vous dites on dans voit votre bien rapport. aujourd'hui qu'on ne sait pas éradiquer l'extrême pauvreté, ce qui est l'objectif affiché de la communauté internationale pour 2030. On ne sait pas le faire si on ne s'occupe pas de climat. Et donc,
dans notre objectif principal, notre mandat, toutes nos activités aujourd'hui, le climat intervient, le climat en fait partie. Et donc je vais réagir en disant, pour nous maintenant, ça fait partie de ces choses qu'on doit faire, on n'a pas le choix. De la même façon que beaucoup d'autres choses sur l'environnement. D'ailleurs, on voit bien la déforestation, la pollution des rivières, tout ça, c'est les pauvres qui en souffrent. Est-ce que c'est créateur d'emplois? On a 1 minute, mais c'était juste pour conclure cette première partie. Est-ce que c'est créateur d'emplois, cette nouvelle économie? Bien sûr que c'est créateur d'emplois. On le voit dans les pays développés et on le voit aussi dans les pays en voie de développement. En Éthiopie, ça reste au potentiel. Pour l'instant, il y a peu de chiffres, justement. Alors, il y a peu de chiffres, sauf qu'il y a des programmes de travail public en Éthiopie, par exemple, qui s'occupent beaucoup de traitement des eaux et pour éviter sécheresse et inondations, qui créent des emplois, qui réduisent la pauvreté et qui contribuent à des économies locales plus résilientes. On voit bien que tout ça, si les politiques sont bien faites, tout ça peut aller dans la même direction. Ça prend du temps. Je pourrais juste injecter ici. Quand on regarde par exemple l'emploi qui a été créé en Espagne pendant en fait un gros problème d'emploi et de récession, c'est des emplois qui venaient justement du secteur renouvelable. Donc je crois que c'est un début en tout cas. C'est un début et on voit que c'est un secteur qui peut vraiment engager des gens. Il y a du potentiel qui puisse dans l'emploi donner des potentiels. Également. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de cette émission spéciale COP21 au Bourget.